à tous. Donc, c'est un grand honneur d'avoir aujourd'hui avec nous Archana Singmanou, qui est directrice de recherche INSERM. Elle travaille au CRES à Paris et elle travaille aussi à Londres. Et elle a été l'une des pionnières sur l'étude Life Course du vieillissement cognitif. Archana a monté un volet cognitif dans la cohorte Whitehall 2, une cohorte britannique. Et elle a eu de gros financements, des financements prestigieux pour ça, notamment un ERC. Elle a eu un prix INSERM aussi. Donc voilà, c'est un grand honneur de la voir aujourd'hui et elle va vous expliquer son sujet de recherche autour du vieillissement cognitif et une approche vie entière. Bonjour, je suis désolée, les diapos sont en anglais et je vais vous parler en franglais. Donc, excusez les erreurs de français, de genre et ce genre de choses. On m'a aussi dit que la présentation de la semaine dernière, c'était drôle. Moi, je ne sais pas faire drôle, je suis désolée. Donc, je vais faire de mon mieux pour être simple et vous expliquer un peu ce que je fais. Ok, donc je travaille sur deux thématiques. Le premier, c'est les inégalités sociales de santé. Je continue à travailler, c'est un thème qui me tient au cœur, donc il y a des nouvelles approches, nouveaux papiers. Et l'autre chose, c'est le vieillissement. Alors j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il y a 19 ans exactement, avec une hypothèse très simple. C'était il y a 20 ans, pratiquement 20 ans, que ce qui arrive tard dans la vie est déterminé par tout ce qui se passe tout au cours de la vie. À cette époque, les gens ont rigolé un peu en disant « Ok, vas-y ». Mais petit à petit, on voit bien le changement dans le domaine. Donc je vais vous présenter un peu ce travail. J'ai eu beaucoup de chance d'être financée par le NIH qui finance la collecte de données à Whitehall et l'équipe à Paris qui nous a ANR pas un sou, donc ça nous a permis quand même d'exister. Alors, donc je vais vous parler un peu de ce qu'on fait, cette approche de life course, d'avoir une perspective populationnelle. Quelles sont les implications pour le vieillissement cognitif? Je vais parler un peu de démence. Et finalement, l'idée, c'est de dire comment on peut prendre ces données et tirer des conclusions sur la prévention. Donc d'abord, une introduction à l'équipe à Paris. On travaille, donc ça c'est vraiment tout ce qu'on fait dans l'équipe. On travaille sur les facteurs de risque et de protection. Les facteurs de risque sociaux, comportementaux et biologiques, répétés, donc les mesures répétées tout au cours du temps. Et vous allez voir cette idée de deep phenotyping. On travaille aussi sur les biomarqueurs, donc les biomarqueurs des données qui viennent de centres de mémoire, mais de l'autre côté aussi sur tout ce qui est omics. Le déclin cognitif et physique, mais encore avec l'idée de mesure tout au long de la vie adulte. Et quand on travaille sur la maladie à des âges avancés, on est conscient du fait que très souvent, une personne âgée a d'autres maladies et du décès. Il faut prendre tout ça en compte. Donc, voici l'équipe. Alors, l'autre partie de ma vie, c'est à Londres. Donc, moi, je suis arrivée à Whitehall en 2000 et je suis restée 4 ans à plein temps comme un postdoc. Et à cette époque, cette cohorte était le outcome principal dans cette cohorte, c'était la maladie cardiovasculaire. Il n'y avait pas vraiment un intérêt pour le vieillissement cognitif. Donc, à cette époque, les participants avaient 55 ans. Donc, en discussion avec le PI de l'époque, professeur Michael Marmot,
je me suis dit, pourquoi pas étudier ça? Et je ne pourrais pas maintenant vous expliquer pourquoi on a eu cette hypothèse. Donc on a cherché les financements et il y a eu cet aspect vieillissement cognitif qui a été rajouté à la cohorte. Donc la cohorte est en place depuis plus de 30 ans. Les participants sont vus tous les 4 à 5 ans. Là, on est encore sur le terrain. Il y a évidemment les sous-études un peu mieux phénotypées, mais à chaque phase, il y a des choses de base. Et après, on peut rajouter les éléments si on veut étudier les choses spécifiques. Ce qui est intéressant dans cette étude, qu'il y a un lien avec les bases médico-administratives pour tout le monde. Pas juste les gens qui restent dans la cohorte. Parce que vous voyez là, on a vu que 5632 personnes. Il y a 2000 participants qui sont morts, mais pour tout le monde, on a un lien avec les bases médico-administratives. Donc on va parler de biais de sélection un peu plus tard. C'est un avantage majeur. Donc on n'est pas en train de juste étudier l'état cognitif des gens qui restent dans la... Ça, c'est l'équipe de Whitelaw. Alors, c'est quoi les fonctions cognitives? C'est très simple. C'est tous les processus qu'on utilise pour traiter de l'information. Là, je vous regarde. Je sais qu'il y a des visages que je connais, il y a des visages que je ne connais pas. Donc, c'est tous ces processus. C'est le mémoire, c'est le raisonnement, c'est toutes sortes de choses. Ça serait très simple si on pouvait juste regarder le cerveau et dire, OK, c'est ça la fonction cognitive de la personne. Mais ce n'est pas aussi simple que ça dans la vie. Parce que, idéalement, la pathologie devrait avoir une corrélation parfaite avec la santé cognitive. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on observe, donc ça c'est les gens qui ont suivi une autopsie et leur état de maladie neurodégénérative dans leur cerveau a été classifié selon BRAC stages. Donc ça, c'est le plus sévère. Et ça, c'est les mesures de MMSE 1 an avant leur décès. Et vous voyez bien que c'est loin d'être parfaitement corrélé. Donc ce qu'on essaye de faire, en général en épidémiologie, c'est de dire est-ce qu'une exposition, un facteur de risque, est la cause d'un outcome, n'importe lequel. Je sais qu'on a peur d'utiliser le mot cause, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Toute chose étant égale, très souvent dans ces domaines, on ne peut pas expérimenter pour les raisons évidentes, on ne peut pas exposer quelqu'un à des paquets d'années de consommation de tabac. On ne peut pas faire beaucoup d'expérimentation parce que ce ne serait pas éthique, et deuxièmement parce que ce ne serait pas possible, étant donné le temps d'exposition nécessaire. Alors, il y a beaucoup de... Donc, ça veut dire que dans les études observationnelles, on a évidemment plusieurs biais. On peut avoir des biais de sélection. Donc ça peut être à recrutement à l'étude, mais aussi parce qu'il y a l'attrition au cours de suivi. Il y a cette idée de confusion. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la causalité inverse. Donc, quand on regarde l'état de santé et le facteur d'exposition à des âges avancés, on n'est jamais sûr si c'est le facteur de risque qui cause le outcome ou c'est dans l'autre sens. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, l'idée de causalité inverse est aussi ancrée dans
cette idée de life course. Donc life course, ça veut dire, l'étude de life course, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui t'arrive à un individu est déterminé par l'exposition tout au cours de la vie. Donc il y a cette idée de le temps d'exposition en termes de durée d'exposition, mais aussi des fenêtres d'exposition. Alors, cette hypothèse de parcours de vie a été tout d'abord mise en évidence par David Barker. Et pendant longtemps, on l'a connu comme le Barker Hypothesis. Maintenant, il est connu comme le DOHAD, Developmental Origins of Health and Disease. C'est un très joli livre, si vous voulez le lire. Alors, ça veut dire quoi quand on pense aux perspectives life course pour le vieillissement? Ça veut dire qu'il y a une période de développement cognitif. Donc, la ligne bleue représente idéalement la fonction cognitive le plus élevée et le rouge le plus bas. Il y a une période de développement et après, il y a une période de déclin. Il y a beaucoup de hétérogénéité, donc ça veut dire que tout le monde ne décline pas de la même façon. Mais ce qui s'est passé jusqu'à très récemment, c'est toute la recherche qui est faite dans ce domaine et dans cette fenêtre. C'est quand très souvent les études ont recruté les participants qui avaient plus de 65 ans. C'est logique, je vois la logique, parce que si on suit les participants pour 10 ans, on a besoin d'avoir les cas de démence. Donc c'est évidemment une façon de faire les choses qui est efficace, mais est-ce que les résultats sont biaisés ou pas? C'est ça la question, si on garde cette idée de parcours de vie. On sait que si on adopte cette approche, on peut étudier la plasticité, qui est maximale ici. On peut identifier les facteurs de risque qui peuvent retarder du déclin ou modifier la vitesse de déclin. Alors, l'autre chose qui est importante dans ce qu'on fait, c'est l'approche populationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de s'intéresser, donc ça c'est la distribution de risques dans une population, au lieu de s'intéresser juste aux gens qui sont exposés, qui ont un risque maximal, on s'intéresse à toute la distribution. La logique, c'est que si on bougeait la moyenne dans une population, l'impact sur la santé des populations serait plus grand. Alors, si on vient au vieillissement cognitif, on sait que l'espérance de vie a doublé ces 150 dernières années. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'adultes qui vivent jusqu'à des âges avancés. Donc, la maladie d'Alzheimer, ce n'était pas un souci il y a 200 ans parce qu'il y avait peu de gens qui avaient plus de 45 ans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre chose, c'est qu'avec l'âge, ce n'est pas juste les démences qui sont plus prévalentes. Il y a aussi d'autres maladies. C'est le cancer, les maladies cardiovasculaires. Donc, comment on gère cette mélange de choses, la multimorbidité qui arrive à des âges avancés? Pour les maladies neurodégénératives en général, vous savez bien qu'il n'y a pas de solution curative, donc il faut penser à la il faut penser à la prévention. Alors, il y a des nouvelles de Biogen, je ne sais pas si vous avez suivi le séminaire hier à CTAD, c'était très intéressant. Ils ne parlent pas, pour les gens qui s'intéressent à ça, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont fait avec l'attrition, les drop-out ou la mortalité. Donc, on attend les analyses. En tout cas,
Moi, ce que j'ai fait pendant ces 10-15 dernières années, c'est étudier cette période. Donc c'était bien avant 65 ans. De regarder le déclin cognitif. Il y a plein de papiers, je ne vais pas vous faire un détail de tout. Je vais juste vous montrer quelques résultats intéressants. Alors le premier, c'est le travail de Trey Hayden, qui a fait une revue publiée en 2004. C'est un peu disco, non? Quand j'étais jeune... OK. Le travail de Trey Hayden qui montre qu'il n'y avait pas de déclin cognitif avant 60 ans. Donc c'était un papier publié en 2004. On a voulu regarder ça avec les données qu'on avait sur des participants à partir de 45 ans. Il y a quelque chose qui se passe là, non? Donc, on a voulu regarder ça et vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment une différence. Le déclin est là à partir de 45 ans. On n'a pas de données avant 45 ans, mais je suis sûre qu'il y a du déclin à partir de 25 ans. Et c'est comme ça. Alors l'autre chose, il y a cette idée de plasticité. C'est la plasticité, ça. Donc, sur des choses comme... on ne peut pas faire l'expérimentation, mais on peut regarder ce qui se passe si on sépare, par exemple, ici, ce qu'on a fait, c'est un vieux papier. Quelqu'un vient de commencer une thèse sur ce sujet, sur le sexe et déclin cognitif. Donc ici, on n'avait que 3 points, donc c'est un vieux papier. Et ça, c'est les hommes et les femmes séparés. Et vous voyez le déclin cognitif et l'intervalle de confiance séparés avec les cohortes de naissance de 5 ans. Chez les hommes, à 60 ans, on voit que la performance n'est pas du tout affectée par la cohorte de naissance. Mais chez les femmes, on voit que les femmes plus jeunes ont des performances plus élevées. Et une des raisons pour expliquer ça, c'est l'éducation, évidemment. Donc, quand on parle de plasticité, c'est ça qu'on veut dire. Je vous ai parlé d'inégalités sociales et déterminants sociaux. Il y a cette idée que l'éducation protège. On voulait savoir dans ce papier, d'abord, le risque est plus élevé. Donc ça, ce n'est pas l'éducation, c'est une mesure dans Whitehall qui est un peu plus globale de la position sociale. Donc le risque de démence est plus élevé. Ici, on a voulu savoir est-ce que ce risque plus élevé est expliqué par la performance, donc cette idée de plasticité, ou parce que le taux de déclin est affecté par la position sociale. Et ce qu'on a montré, que c'est essentiellement cette risque plus élevé qu'on voit chez les personnes avec une position sociale bas, c'est principalement à cause de la performance plus bas ici, plutôt qu'une vitesse de déclin plus rapide dans ce groupe. Un autre résultat sur le déclin cognitif qui est intéressant quand on a les données répétées au cours de la vie adulte, c'est regarder le lien entre la fibrillation auriculaire et le déclin cognitif. Donc ça, c'est le déclin chez les gens qui sont sains. Et ce que vous voyez, c'est que même chez les personnes qui ont 50 à 60 ans, l'effet sur le déclin de atrial fibrillation est le même. Donc on peut faire ce genre de choses quand on a les données sur la vie adulte. Alors la démence. Le modèle biologique dans ce domaine, c'est le modèle sur la maladie d'Alzheimer, où on sait bien qu'il y a plusieurs changements dans le cerveau. Ces changements
interviennent sur une période plus ou moins longue, 10 à 15 ans, ça on sait. On sait aussi que les interventions de médicaments n'ont pas marché. Alors l'idée c'est est-ce qu'on essaye ça plus tôt, donc peut-être ici. Mais si on place ce modèle biologique de la maladie d'Alzheimer, il serait là. Donc le fenêtre de prévention, je croyais que tu avais réglé, docteur. Donc la fenêtre de, même avec ce modèle, la fenêtre de prévention est bien avant ce qu'on dit les âges avancés. Et c'est cette perspective qui a aussi été avancée par un papier écrit par les auteurs de NIH. Alors, les études qui existent pour le moment, les études longitudinales, sont essentiellement sur les personnes âgées, où à recrutement, ils avaient souvent déjà 65 ans. Donc la question c'est, est-ce que les résultats de ces études, est-ce qu'on peut dire que l'exposition, le facteur de risque est la cause de démence ou maladie d'Alzheimer? C'est important parce que toutes ces études ont mené à des guidelines sur la prévention. Il y en a beaucoup. Alors, le Lancet, en 2016, ils ont publié cette longue liste de facteurs de risque et de protection. Ils ont été honnêtes en disant que les données n'étaient pas encore robustes pour soutenir cette liste. Mais en 2017, donc ça c'est Lancet Neurology, ça c'est Lancet, ils ont mis une autre liste. Alors, le National Academy of Sciences était un peu plus hésitant à dire qu'il y avait quoi que ce soit pour la prévention. Donc, ils avaient mis une liste de 3 choses ici, avec beaucoup de caveats en disant que les résultats n'étaient pas robustes. Et l'OMS de 2019 a encore élargi cette liste. Il y a plein de choses ici. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Donc, on commence à regarder cette liste. Donc, on a voulu regarder la dépression. Donc, la question, c'est est-ce que la dépression, c'est une cause de démence? Donc, si on traitait la dépression, est-ce que le risque de démence diminuerait? Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que l'association entre dépression et démence est plus forte quand le suivi est court. Mais le souci dans les études, c'est que même quand on a une cohorte longitudinale, ce qui est rapporté très souvent, c'est le suivi moyen. Mais le suivi moyen ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut avoir la personne qui a l'événement d'intérêt, donc ici dans ce cas c'est le démence, son suivi ou le suivi dans ce groupe c'est 2 ans, mais le suivi chez les gens non malades est beaucoup plus long, donc ça donne un mean follow-up, un follow-up moyen de, je ne sais pas combien, 9 ans, 10 ans, mais ça ne reflète pas le suivi dans ce groupe. Alors l'autre souci, c'est ce biais de sélection. Très souvent, les études, ce qu'ils ont fait, c'est l'état cognitif ou la détection de démence a été fait chez les gens qui continuent à participer dans la cohorte. Ça veut dire que tous les gens qui ne viennent pas, on ne sait pas ce qui se passe avec eux. Donc ce biais est sans doute important. Donc, quand on a regardé le lien entre les symptômes dépressifs et la démence dans la cohorte Whitehall, on a utilisé une échelle de temps
Et vous connaissez bien, je crois que c'est des équipes ici qui ont d'abord publié avec cette méthode. Donc, on compare deux groupes. C'est les groupes qui n'ont pas une démence. Et en rouge, c'est les gens avec un diagnostic de démence. Et on regarde leurs symptômes dépressifs chaque année sur une période de 28 ans, dans ce cas. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence dans ce groupe sur les premiers entre moins 28 ans et pratiquement moins 12 ans avant le diagnostic de démence. Cette différence commence dans les 10 ans avant le diagnostic de démence. Donc on peut regarder ces données et dire, soit c'est la causalité inverse, soit la dépression fait partie des symptômes qui sont là pendant la phase préclinique de la démence. Donc, pour pouvoir avancer avec les données qu'on a, on a évidemment utilisé cette échelle de backward timescale, donc prendre les données et regarder ce qui se passe aux facteurs d'exposition. Si on utilise cette échelle à l'envers, on a aussi regardé l'exposition à des âges spécifiques. Et la deuxième étape, c'est faire IPD meta-analysis. IPD meta-analysis, c'est Individual Participant Data Meta-analysis. Donc, c'est au lieu de faire des méta-analyses sur, excusez-moi, sur les données, résultats déjà publiés, ici, on rentre dans les études qui existent avec les résultats publiés ou pas. On harmonise les variables d'exposition. Et l'analyse est ensuite faite avec toutes ces données ensemble. L'idée, c'est de ne pas avoir les biais de publication. Et je vais voir comment on gère la causalité inverse dans ces données. Donc, un exemple de cette analyse, c'est le lien entre l'obésité, BMI, le IMC et le risque de démence. Et avec cette méthode, vous voyez qu'on peut voir le lien complexe entre l'IMC et démence. Donc, dans cette phase préclinique de démence, l'IMC baisse chez les personnes qui auront un diagnostic de démence. Mais si on regarde plus en arrière, on voit bien que l'obésité ou un IMC élevé est plus élevé chez les gens qui auront une démence plus tard. Donc on avait ces données, après on a regardé l'obésité à 50 ans, dans cette même population, à 50 ans, 60 ans et 70 ans. Et le risque est là, ici, à 50 ans, mais pas plus tard, qui est similaire à ce qu'on voit ici. On a voulu regarder ça c'est les données de Whitehall, avec les limitations de puissance statistique et ce genre de choses. Donc on a voulu regarder ça dans les données plus grandes, à plus grande échelle, avec IPD meta-analysis. Donc ça, c'est un travail fait avec Mika Kivimaki, chez 1 300 000 personnes. Donc ici, on n'avait pas les données répétées sur l'IMC. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé le lien entre l'IMC et le risque de démence sans exclusion. Donc ça veut dire quoi, sans exclusion? Ça veut dire que tous les cas de démence ont été gardés dans l'analyse. Après, il a enlevé tous les cas qui arrivaient dans les premières 5 années de suivi. Donc, on essaye de séparer le mesure d'exposition et le outcome. Et si on le sépare de 20 ans,
Donc c'est très concordant avec ce qu'on voit ici. Un IMC élevé est un facteur de risque pour la démence. Donc vous voyez bien comment la causalité inverse peut jouer. Alors, il y a des résultats où il y a beaucoup de désaccords avec les autres chercheurs. Donc on a voulu regarder, et l'activité physique c'est un exemple, on a voulu regarder l'activité physique parce que les interventions, donc il y a eu cette intervention qui a duré 24 mois, c'était assez grande, tout a été bien fait, mais le résultat était nul sur intervention sur l'activité physique et le mesure de fonction cognitive. Donc on a voulu regarder ça dans Whitehall et encore on voit rien. Donc pas d'association entre l'activité physique et la démence jusqu'à cette période préclinique de la démence. Donc les gens qui auront une démence plus tard baissent leur activité physique. Alors, je vous ai dit on fait ça en 2 étapes. Donc Mika a pris encore les données de IPD meta-analysis avec 1 300 000 personnes. Il a fait la même chose. Donc quand on enlève tous les cas qui arrivent dans le premier 10 ans, il n'y a pas de lien entre l'activité physique et la démence. Alors les reviewers nous ont demandé de regarder d'autres outcomes. Donc dans le même papier, on a aussi regardé le diabète, la maladie coronaire et l'AVC. Il n'y a pas cette histoire de causalité inverse avec ces mesures de santé. Donc la démence, c'est différent. Et il y a quelque chose où il y a des changements dans la phase préclinique de la démence. L'autre chose où il y a beaucoup de choses sur le marché qu'on peut consommer, des vitamines, des nutriments pour changer l'état du cerveau. Ce marché est énorme. Il y a beaucoup de personnes âgées qui consomment toutes sortes de choses. On a voulu regarder ça et c'est un papier fait avec Tasnim Akbarali qui est à Montpellier et Séverine, publié cette année. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand le suivi moyen encore, pas séparé entre les cas de démence et les autres, quand le suivi moyen est 25 ans, il n'y a rien entre. Donc, c'est des différentes mesures d'alimentation. Il n'y a rien entre alimentation et le risque de démence. Il y aurait peut-être une tendance à quelque chose quand le suivi est plus court. Mais on ne voit pas cette différence avec la mortalité. Évidemment, l'alimentation est liée avec la mortalité. On ne voit pas du tout cet effet qu'on voit dans le cas de démence. Alors, ce papier encore, il y a eu des échanges. Et il y a peu de cohortes qui peuvent répliquer ces résultats, parce qu'ils n'ont pas. Il y a peut-être 2 autres cohortes. Il y a AREC, là où c'est compliqué, on pourra en discuter pourquoi c'est compliqué, et il y a Framingham. Mais il y a ce papier qui a été publié hier, avant-hier, dans les données de AREC, publié dans le groupe JAMA aussi, qui montre la même chose, que l'alimentation in midlife n'est pas lié avec le déclin cognitif ni le risque de démence. Donc c'est rassurant. C'est rassurant qu'on trouve la même chose. Sinon, parce que les gens disent « Ah, c'est une cohorte particulière, c'est une cohorte de fonctionnaires, c'est pour ça, on pourra peut-être en discuter. » Ce serait bien d'avoir une discussion, surtout que il y a des gens qui savent beaucoup plus que moi sur ce sujet, donc je vais faire ça rapidement.
Alors, ce n'est pas la peine. L'hypertension, c'est un facteur de risque. On sait, on ne va pas regarder ça, ces résultats. L'alcool aussi, on ne va pas regarder ces résultats. La santé cardiovasculaire tôt, à 50 ans, on ne va pas regarder ces résultats. Mais je voudrais vous montrer ça, parce que l'approche populationnelle, on sait qu'un facteur de risque peut avoir un effet sur la démence dans les groupes qui sont déjà à risque. Mais qu'est-ce qui se passe ici, chez les gens qui n'ont pas la maladie cardiovasculaire? Et donc ces analyses ont été faites en utilisant les modèles multi-états, et on va regarder un seul, peut-être le premier. Donc ça, c'est le lien entre atrial fibrillation et la démence chez les gens qui n'ont pas un AVC. Évidemment, cet effet est là, mais on montre que même sans un AVC, atrial fibrillation est un facteur de risque pour la démence. On a fait la même chose pour des autres expositions, je ne vais pas vous montrer ça. Alors, les mots de conclusion. Vous savez que quand la cohorte de Framingham a été montée, il y avait une vraie discussion sur comment avancer. Une approche, c'était on va prendre les gens malades, on va faire tous les examens possibles du cœur pour comprendre la maladie. L'autre approche, c'était on va suivre les gens à long terme. Et c'est très très bien décrit dans ce papier qui a maintenant 5 ans. Donc il parle de cette aventure dans la cohorte Framingham, où l'idée c'était d'identifier des facteurs de risque dans une cohorte qui était en bonne santé pour prédire la maladie coronaire. Ils ont validé le modèle et après il y a eu des interventions et le développement de médicaments et ce genre de choses. Si on voulait faire la même chose avec la démence, quel facteur de risque, à quel seuil, quel serait l'âge d'exposition, quel serait le seuil de risque, comment faire pour la prévention, parce qu'on ne sait toujours pas comment tous ces facteurs de risque marchent ensemble. Et nous, on s'est lancé dans cette aventure de biomarqueurs périphériques, proteomics. Est-ce que ça va donner quelque chose? C'est des questions qui restent ouvertes, mais c'est un domaine de recherche qui est intéressant et j'espère qu'on va contribuer, peut-être. Merci beaucoup.